On est de retour sur le stand Francisport. On va commencer dans quelques instants une nouvelle table ronde. On va parler des dérives et risques dans les événements e-sport. Mais avant de commencer, je vais vous rappeler un peu le programme de la journée. On aura plusieurs tables rondes, plusieurs animations tout au long de la journée. À 13h30, on aura du Street Fighter. À 15h30, on aura un joueur de Fortnite qui viendra faire l'animation. Et peut-être vous allez pouvoir l'affronter ou jouer avec certains membres du public. Et un peu plus tard, à 17h, on aura une autre table ronde et on accueillera la Fédération française de football. Voilà. Sacré programme. Sacré programme. Très très beau programme. Écoutez, je vous propose de commencer cette table ronde. Justement, donc on aborde une nouvelle thématique. On a abordé plein de thématiques tout au long de la semaine. On va parler un peu de comment lutter contre les dérives et les risques dans les événements e-sportifs. Donc ça, c'est un sujet qui est assez... Il y a plein de points à aborder. Et pour ce faire, je ne suis pas tout seul. Je suis accompagné de Christine Kev, membre suppléante du conseil d'administration de Francisport, Alexandre Dubé, vice-président structuration amateur de Francisport. Bonjour. Bonjour. Salut Inky. Écoutez, je vais commencer tout d'abord. On vous pose une question. Quels sont les principaux risques qu'on peut retrouver justement pour les participants, pour le public, dans les événements e-sportifs? Dans les événements e-sport, il faut comprendre qu'aujourd'hui, on est face à une majorité de jeunes, une jeunesse qui a besoin d'être encadrée. Et forcément, quand on s'adresse à des jeunes, on va tout de suite penser au rapport adulte-enfant. Donc déjà, comment on va pouvoir sécuriser ces relations entre les parents et les enfants avec la lutte contre les violences, les agressions envers eux. Il y a aussi d'autres types de violences. Alors moi, forcément, ayant commencé il y a 15 ans en tant que joueuse amateur et étant été l'une des seules femmes dans mon jeu, je suis très sensible aux enjeux autour de la mixité. Donc voilà, toute la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, ça me tient à cœur. Et puis un dernier grand risque, ça va être sur la question de la consommation de substances psychoactives, que ce soit des drogues, mais aussi la surconsommation d'alcool et autres dans les événements e-sport. Alors tout ça c'est très clair, en tout cas c'est effectivement je pense des axes vraiment aujourd'hui contemporains, des problématiques qu'on peut retrouver sur les événements. Je reviendrai un petit peu à la genèse aussi de ta question en disant que à l'origine, et comme l'a rappelé Christine, ça fait peut-être 15, 20, 25 ans même que nous on est sur le terrain et que on n'avait pas les mêmes problématiques qu'aujourd'hui. C'était un petit peu plus on va dire masculinarisé. Voilà, c'était beaucoup plus des hommes qui jouaient, donc il y avait moins de femmes, donc il y avait moins d'enfants aussi, c'était plus des adultes entre guillemets responsables, majeurs tout du moins. Donc on faisait un petit peu de la façon dont on avait envie. Il y avait moins de regard aussi parce qu'on était beaucoup plus niché, même si l'e-sport reste une très petite niche, que ce soit au niveau économique ou quoi que ce soit face à d'autres pratiques. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que les dérives, on peut les avoir en physique, dans les LAN, mais aussi on peut les avoir à la maison, en dématérialisé chez soi, et où il y a encore moins d'encadrement et de protection. Voilà, je pense qu'on abordera la question très sûrement plus tard, mais voilà, je voulais juste mettre cette coloration-là dans le débat. Voilà, c'est dur parce que avec l'essor de l'e-sport, on a affaire à de nouvelles problématiques, comme vous l'avez dit. Et est-ce que actuellement, quelles sont les mesures qu'on pourrait prendre justement pour encadrer, vous en parlez de la pratique du jeu, et aussi prévenir les risques, peut-être sensibiliser les personnes aux limites lors des événements e-sport. Ça peut être par des campagnes, ça peut être par différents moyens. Comment tu vois la chose, Christine ? En fait, il y a déjà une véritable sensibilisation, voire de formation des encadrants e-sport. Alors, il y a des choses qui avancent. Aujourd'hui, on a fait étendre des fois des réglementations déjà existantes dans le monde du sport à l'e-sport. Je pense particulièrement au contrôle d'honorabilité des encadrants e-sport, qui est en fait de montrer patte blanche et de ne pas apparaître sur un certain fichier justement d'agresseurs sexuels, entre autres. Mais ça demande d'aller encore plus loin. Alors actuellement, on a pu développer aussi un titre professionnel d'animateur e-sport. C'est justement pour répondre à ce besoin d'encadrement et de formation. Aujourd'hui, faut se le dire, on a toutes pris le pli d'organiser des événements, mais moi je rencontre beaucoup trop d'organisateurs et d'organisatrices qui ne sont pas encore, déjà pas sensibilisés à comment on organise un événement tout court, de la partie technique, la règle et tout. Alors dès qu'on leur demande d'adresser ces questions sociétales, la première réponse c'est
Ben, j'ai pas le temps en fait. Il faut déjà juste que je puisse faire tenir mon tournoi, mon événement du début jusqu'à la fin. Et franchement, de penser qu'il faut donner une autorisation parentale du mineur pour qu'il soit accompagné d'un majeur et notamment la carte d'identité, et que je dois mettre en place un dispositif de lutte contre les violences sexistes et sexuelles, franchement, c'est leur dernier des soucis. Mais il y a un vrai besoin de sensibilisation et de ces formations, peut-être même à renforcer avec des dispositifs institutionnels pour les forcer en fait, à aller se former. Aujourd'hui, il y a déjà des lois qui existent sur la question événementielle. Il y a une obligation des organisateurs des événements à se soumettre à une obligation d'assurer la sécurité des participants. Et la sécurité, elle n'est pas que physique. C'est pas juste moi, je me fais taper dessus. C'est bien évidemment aussi de penser à la santé mentale et à la protection d'une potentielle agression X, Y, Z. Donc, prévenir, faire de la prévention tout simplement mettre en place des dispositifs qui permettraient d'empêcher tout type d'agression d'arriver, qu'elle soit physique, quelqu'un qui vient t'agresser physiquement, ou effectivement une femme qui potentiellement pourrait retrouver un quelqu'un qui la harcèle sur Internet, qui la suit et qui se retrouve en face d'elle en tournoi. Et moi, par exemple, j'ai déjà dû faire face à ce cas. Et des mineurs qui sont mal encadrés, mal accompagnés, parce que jusqu'à maintenant, on n'avait pas cet encadrement qui, heureusement, maintenant s'institutionnalise. Moi, je pense qu'il faut aussi parler de l'ensemble de la filière. Nous n'avons pas de fédération, nous n'avons pas de ministère de gouvernance, un ministère de référence mais pas de gouvernance. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est un peu laissé à nous-mêmes, comme disait Christine, et je pense que c'est un manque d'acculturation, mais dans les deux sens, aussi bien du tissu e-sportif que des institutions publiques. Il y a un moment, je pense qu'il faut qu'on prenne le sujet à bras-le-corps, même s'il y a de très bonnes choses qui sont déjà faites et depuis longtemps, et que ce soit centralisé, comme le dit Christine, de façon à ce que l'information puisse arriver jusqu'aux organisations d'événements, aux organisateurs, mais aussi aux accompagnants, aux personnes qui pratiquent, en demandant même, en les responsabilisant et en leur demandant de demander quelles sont les protections qu'on met en place pour eux et savoir si tel ou tel événement, que ce qu'il soit casual, amateur ou professionnel, est ou pas reconnu par X entité, X labellisation, X, je ne sais pas comment on pourrait dire, agrément ou n'importe quoi, de façon à ce que les gens soient protégés, puissent sereinement envoyer leurs enfants. Moi qui suis père, je me dis mon fils il joue, si je l'envoie dans une LAN et comme dit Christine, il y a de l'alcool, il y a de la drogue, s'il y a de la violence, il y a du sexisme ou il y a n'importe quoi, j'aurais pas envie de le renvoyer. J'ai quand même envie en tant que père de l'accompagner dans sa passion et je veux le faire de façon structurée. Et pour terminer, mettre ça en opposition avec le sport, où il y a des fédérations et qui ont vocation déjà à encadrer toute la partie compétitive et structurelle de l'évolution d'un joueur, que ce soit sur le territoire, en ultra-local, avec les clubs qu'on peut connaître dans les villes, et par des divisions, de l'accompagnement, de l'encadrement et le contrôle de l'honorabilité, qui malheureusement, en tout cas, a été voté, mais pas décrété au niveau de l'Assemblée nationale. Donc c'est quelque chose qui existe, mais qui n'est pas en application, de permettre, encore une fois, d'y aller un peu plus serein, avec la confiance, et de se dire que oui, c'est un monde pérenne, encadré, et qui laissera une place normale, en tout cas en termes d'égalité des chances, à tout le monde de vivre sa passion. Voilà. Donc du coup, à l'heure actuelle, il manquerait du coup un peu de gouvernance justement pour un peu dissuader toutes ces formes d'agression et comme tu le disais, peut-être avoir une plateforme justement pour uniformiser, peut-être revoir l'ordre des priorités au niveau de la sécurité des événements. Est-ce que là on a parlé un peu des acteurs en général, mais comment les organisateurs d'événements pourraient renforcer la sécurité en événement? Donc on a parlé en ligne, sur place et en ligne. En fait, il faut comprendre que quand j'échange avec des organisateurs et des organisatrices d'événements, ils me disent on n'est pas outillé. C'est pas qu'on ne veut pas, c'est qu'on ne sait pas. On ne sait pas comment faire. On n'est pas formé, on n'est pas outillé. C'est normal. Ce sont des bénévoles, des gens qui se sont formés sur le tas parce que, comme vous et moi, on est des passionnés. On s'est dit, tiens, on organise un tournoi, on le fait. On ne regarde pas trop les règles. Enfin, voilà. On part tous un peu tout droit, alors que c'est vrai que dans d'autres secteurs, on suit une formation, on a plein de choses qui existent pour nous accompagner. Dans le monde de l'e-sport, c'est encore émergent. Alors Francisport a déjà proposé des outils comme le guide de l'organisateur avec un chapitre autour de ces questions-là, mais c'est un document qui est encore mal diffusé et on a lu une fois et qui n'est pas appliqué. Nous, aujourd'hui, chez Francisport, on tient
à créer un guide pratique. Et d'ailleurs, c'est un livrable qu'on est fier d'avoir donné cette année, notamment auprès des ministères des Sports, un livrable pour spécifiquement mettre en place un dispositif de lutte contre les risques et les dérives dans les événements e-sport, notamment avec 3 chapitres, un sur les violences sexistes et sexuelles, un autre sur l'accompagnement des mineurs et un autre sur la consommation de substances psychoactives. Donc ça, c'est un premier outil qui est à destination de tout l'écosystème e-sport, avec la possibilité d'être formé à travers voilà, des séquences où derrière, les personnes ne pourront plus dire « je ne sais pas ». Je ne sais pas faire, parce qu'en fait, on leur a tout donné clé en main. Ensuite, il y a ce que tu disais aussi, Alexandre, c'est comment travailler avec les institutions publiques pour obliger, en valoriser, alors valoriser certainement, obliger peut-être à, lorsque je veux organiser un événement et que je sollicite les pouvoirs publics pour m'accompagner parce que je veux une salle, parce que je veux une subvention, eh ben, qu'ils soient très regardants sur ces enjeux-là, que de diversité, d'inclusion, d'encadrement de la jeunesse. Je prends un exemple dans le monde du jeu vidéo. Lorsqu'on veut solliciter une subvention du CNC pour créer son propre studio de jeux vidéo ou un jeu vidéo, ils sont dans l'obligation de suivre une formation sur l'égalité femmes-hommes. Parce qu'aujourd'hui, dans les studios jeux vidéo, ce n'est pas encore paritaire. Quand est-ce qu'on pourra avoir ça dans le monde de l'e-sport? Moi, typiquement, c'est quelque chose sur lequel, personnellement, moi, je m'engage énormément et qui, je pense, pourra être bénéfique à l'ensemble de l'écosystème parce que des fois, il faut pour moi passer par l'obligation avant de la valorisation. Mais il y a un travail à faire avec les institutions locales et c'est ce qu'on fait notamment avec nos antennes régionales. Je serais plus modéré sur la partie obligation, dans le sens où, encore une fois, si on tue dans l'œuf la volonté, effectivement, on risque de perdre en crédibilité, en visibilité. Mais cependant, effectivement, on l'a dit déjà, je pense que c'est une acculturation mutuelle des besoins. Et c'est un peu comme le droit et le devoir, en fait. Tu vois, il y a des choses qui sont acceptables et d'autres pas. Aujourd'hui, c'est un peu freestyle, et je vais le dire avec des mots plutôt simples, dans le sens où les gens, comme l'a dit Christine, font comme ils peuvent, c'est plutôt marche ou crève, même limite, c'est-à-dire tu fais ton événement, sinon tu n'as pas ta visibilité. Aujourd'hui, il y a au-delà de l'engagement sécuritaire, d'autres sécurités qui rentrent en compte, c'est-à-dire que un lieu doit être suffisamment grand ou avec suffisamment de sorties pour que les personnes puissent évacuer s'il y a un incendie, n'importe quoi qui pourrait arriver. Il faudrait de l'encadrement de personnel de sécurité. Il faut des ERP dans un lieu à partir d'un certain nombre de personnes de public. Donc c'est les agents pompiers en fait qui pourraient effectivement encadrer ce genre de choses. Après, il y a toutes les dérives sur lesquelles il faut acculturer le public. Et quand on parlait d'outils, pour revenir à ta question, je pense qu'effectivement le guide sur lequel Christine travaille et Francisport est déjà un très bon outil. Mais la question après, c'est comment le véhiculer et comment le transmettre. Et sur la question de l'obligation, je pense qu'aujourd'hui, il faut présenter les choses pendant un certain temps en disant, voilà, il y a telles étapes ou telles cases à cocher pour avoir quelque chose d'inclusif, de sécuritaire, de valuable pour l'ensemble de la filière. On vous laisse le temps de vous y acculturer parce qu'on va vous accompagner à comprendre ces besoins-là. Nous, en termes d'organisation encadrante, gouvernante, sachante, peu importe le nom que tu mets dessus. Et par la suite, à un moment X dans le temps, où on crée un label, où on crée quelque chose qui va certifier. Mais ça peut très bien être aussi un site internet en disant, voilà, cette LAN, elle est partenaire de X, Y, Z organisation parce qu'elle cochera toutes ces cases. Voilà, il faut des outils simples, en fait, dont les gens puissent se saisir facilement, mais où ce soit assez clair pour eux et pas onéreux en termes de financier, parce que sinon, je pense qu'on va casser un petit peu l'engouement et la visibilité que pourraient avoir ces choses-là. Comme le disait Christine, par exemple, pour une structure, se rapprocher d'une collectivité territoriale, c'est déjà un gage de confiance, même si elle n'a pas d'accréditation, même si elle n'a pas de choses, parce que ces gens-là seront déjà plus regardants qu'un ministère qui n'a pas forcément vocation non plus à être sur l'individu, mais plutôt sur l'ensemble de la filière. Okay, donc, du coup, on a déjà plusieurs idées d'outils qu'on pourrait mettre en œuvre, notamment avec le book ou d'autres plateformes. Justement, tu le disais, il faut l'accessibilité au grand public pour pouvoir avoir les informations. Et j'aurais une question vis-à-vis
d'un des outils qu'on pourrait peut-être envisager. Alors là, on se concentre plus du coup peut-être sur le cyberharcèlement ou les comportements toxiques. On a pu voir que dans certains streamers, on a vu que des comportements différents en fonction des streamers, et donc du coup ils avaient une plateforme, donc peut-être un Discord commun où ils partageaient les informations. Est-ce qu'on pourrait peut-être créer un lien entre ce comportement en ligne et en événement sportif sur place, avec peut-être, tu le parlais en fait, la question c'est comment transmettre ces informations, c'est peut-être un peu délicat. Est-ce que ça peut être un outil qu'on pourrait peut-être envisager pour justement protéger un peu les joueurs, le public qui peut-être en ligne reçoit des comportements un peu toxiques, et en personne justement prévenir un peu tout ça, ou c'est un peu difficile comme question. Non, mais... et en fait l'hypocrisie du truc, c'est un peu le nul n'est censé ignorer la loi en fait. On a plein de choses, de bonnes pratiques, de textes, de tout ce que tu veux, qui sont toujours à la disposition de tout le monde. Mais si tu ne fais pas l'effort de mettre le pied dans la porte et aller voir ce qui se passe derrière, c'est de ta faute en fait. Donc encore une fois, je pense qu'au-delà de la transmission d'informations, c'est plus de la responsabilisation, rendre les gens matures, en tout cas sur la consommation de ce qu'est l'e-sport aujourd'hui. Et donc pour moi, l'e-sport, c'est vraiment la partie compétitive, et on ne parle pas de vidéo ludique. Tu parlais de derrière l'écran. Il y a plein de gens aujourd'hui ici qui doivent avoir une console dans leur salon, un PC, etc., et qui pratiquent de manière amateur, casual, le jeu vidéo, et qui n'ont pas ce genre de problématique, si ce n'est, comme tu le dis, via ce qu'on pourrait greffer en termes de communication autour du jeu vidéo. Le jeu vidéo en soi, tu es tout seul dans ton salon, tu joues, je veux dire, personne ne va venir parler avec toi, et au pire, tu rages sur ta manette. Voilà. Mais dès que tu vas créer de la communication, du lien, de la relation entre personnes, donc via un Discord, via un chat écrit ou vocal dans une game, parce qu'il y a beaucoup de jeux aujourd'hui qui fonctionnent comme ça, parce qu'il y a besoin de communication dans le jeu même, les dérives de la société, on va les retrouver en fait dans l'e-sport. Et j'ai souvent entendu dire oui, mais dans l'e-sport, vous avez des problèmes avec les femmes, vous avez des problèmes avec la violence, vous avez des problèmes avec la drogue, vous avez des problèmes avec ceci. Mais en fait, c'est l'extension de notre société qui se reflète en fait dans le jeu vidéo, mais dans tout autre sport aussi. Et là où dans le sport, par exemple, c'est encadré par des réglementations fédéraux liées à des fédérations, l'e-sport aujourd'hui étant jeune, étant en développement, on ne retrouve pas encore ces encadrants pour pouvoir, comme je dis, mettre une tête sur une pique à l'entrée du village et faire comprendre à tout le monde qu'il y a des risques. Je terminerai avec le fait qu'aujourd'hui, depuis avril 2024, le cyberharcèlement, que ce soit dans les jeux ou sur les réseaux sociaux, pour les mineurs, est passible de 18 mois d'emprisonnement. Chose qui n'était pas avant. Plein de personnes, je pense, viennent de l'apprendre ou n'étaient pas au courant. Donc il faut vraiment, vraiment chercher l'information pour ne pas se tromper. Pour compléter aussi ce que Alexandre dit, tu touches à un sujet fondamental sur les comportements problématiques des pratiquants et des pratiquantes. Ça, comme je disais, moi, ça fait 15 ans que je suis dans le monde de l'e-sport. En tant que pratiquante, en tant que femme, j'en ai rencontré et j'accompagne encore des victimes qui vivent des situations compliquées, difficiles. Et aussi, j'accompagne des organisatrices d'événements qui me disent en fait, je suis coincée parce que ce qui se passe concrètement dans la réalité, c'est qu'on repère une personne qui a eu un comportement problématique, qui est, on parle pas juste, on s'est insulté une fois parce qu'on était sur le coup de la colère, on parle de comportements régulièrement discriminatoires ou qui sont répréhensibles par la loi. On sait que cette personne vient dans les événements et en plus, si je dois en rajouter, qui parfois aussi a une aura, ce qu'on appelle nous dans le secteur le top player privilege, donc quelqu'un qui a des atouts puisque c'est un très bon joueur et qui génère une sorte de communauté naturelle autour. Bref, on repère cette personne. On sait qu'en ligne, son Twitter est horrible ou peu importe. Et comment on fait ? Nous, on a nos valeurs, on ne veut pas l'accueillir dans nos événements, mais on est face à un problème, c'est qu'on ne peut pas l'exclure aussi facilement que ce qu'on le voudrait. Parce que factuellement, si je prends un œil législatif, tant qu'elle n'a rien fait dans ton événement, qu'elle n'a pas agressé quelqu'un, qu'elle n'a pas attaqué quelqu'un, moi, c'est très compliqué de, comme ça, là, à l'instant T, de refuser une entrée, une personne. C'est même interdit selon le code du commerce. C'est exactement ce que j'allais vous poser comme question. Est-ce que C'était mon propos tout à l'heure, il faut modérer en fait un petit peu. Et après, c'est une histoire de volonté. Si tu veux rayonner, comme le dit Christine, et que tu te prives de cette personne qui, même si elle a une éthique qui ne correspond pas, en tout cas, à l'événement que tu mets en place, tu te prives aussi de sa communauté et donc de la visibilité qu'il y a derrière. Voilà.
Mais en tout cas, si je tire mon fil jusqu'au bout, donc on sait que c'est une personne, peu importe, là je parlais qu'elle est d'une communauté ou pas, mais une personne problématique, on est face à un problème légal, double problème légal, c'est en même temps, tu as la loi sur la sécurité intérieure qui te demande d'assurer la sécurité de tes pratiquants. Et lorsque tu sais que, par exemple, que tu as quelqu'un qui est régulièrement violent envers les femmes et que tu veux avoir des femmes dans ton événement, est-ce que véritablement, c'est pas protéger tes pratiquants de l'empêcher de venir? Et en même temps, tu as de l'autre côté le code du commerce qui te dit que tu as interdiction de refuser l'entrée à une personne. Et en général, ce qui se passe, c'est que lorsque, on va dire, d'un accord à un accord, on informe une personne, écoute, t'es sympa, t'es mignon, mais on aimerait éviter que tu viennes. Bah, elle a deux choix, soit elle peut t'attaquer pour diffamation en disant que c'est scandaleux, moi je veux venir pour x, y raison, ou soit effectivement elle décide de ne pas venir parce qu'elle n'a pas envie de se prendre la tête. Mais c'est un vrai casse-tête juridique à ce niveau. Et qu'aujourd'hui on essaie de décortiquer, notamment avec Francis Sport, on a de la chance d'être aussi très bien accompagné sur le sujet, mais c'est encore une véritable bataille qu'on doit mener sur ça. Et comme tu disais, comment on fait pour mettre en relation le en ligne, en présentiel? Aujourd'hui, il n'y a pas. J'ai fait une keynote sur l'espace Future of Gaming mercredi où je posais la question, quand est-ce qu'on a une véritable task force entre les éditeurs, l'État et les associations aussi militantes moi, par exemple, je suis aussi au conseil d'administration de Women in Games France et forcément, nous, on s'adresse énormément ces questions. Mais quand est-ce qu'on a un véritable travail pour que, par exemple, on repère un comportement nocif sur un jeu vidéo qui soit peut-être repéré, qu'on puisse directement solliciter Pharos, qui est la plateforme où on peut signaler des comportements illégaux en ligne et que derrière, il y ait un cercle vertueux autour de ça et qu'on puisse enfin avoir un environnement de pratique sain dans le secteur de l'e-sport qui, je rappelle, est quand même un secteur extrêmement jeune où on touche beaucoup de personnes mineures et dans lequel on a besoin d'apporter très vite des solutions pour ces publics-là. Je dirais que c'est un enjeu sociétal, mais aussi économique. Aujourd'hui, un organisateur, et on ne va pas citer d'organisation, mais un organisateur, en fait, lui, il y pense réalité économique et réalité légale. C'est-à-dire qu'il faut regarder le niveau, en fait, de cet engagement dans ses choix, en tout cas sur mettre plus de sécurité, avoir plus de contrôle, être plus attentif aussi au comportement, parce que des fois, il n'y a pas besoin d'un volume extraordinaire d'encadrement, il faut juste être attentif au contrôle, à ce que peuvent dire ou reporter les gens, et souvent, ça passe à l'as, je pense que Christine pourra le confirmer, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont mises en avant sur des problématiques existantes, ou même sur des actions qui ont été faites, mais c'est souvent étouffé dans l'œuf, c'est souvent caché du grand public, ou du moins, tout du moins, ils essayent de le faire, et derrière c'est réglé dans les backstage, si on pourrait dire, de façon à ce que ça n'ait pas d'incidence médiatique, économique, en tout cas sur l'organisateur ou sur l'organisation. Et je pense que le problème, il est là, réellement. Aujourd'hui, en tout cas, sans parler d'outils ou d'autres choses, c'est plutôt l'honnêteté des personnes qui vont faire les choses et la façon dont ils vont mettre en application l'éthique normale qu'il faut avoir pour les gens, en fait. Tout à fait. Et après, il y a une grosse différence entre un super major comme un UFA ou les Worlds, où là, en fait, eux, ils sont tellement dans l'événementiel pur qu'ils ont la batterie de matériel de sécurité et autres. Mais en vérité, ces problèmes-là, ils se retrouvent souvent dans les petits événements, plutôt très communautaires, très peu regardés, très peu encadrés, où là, il y a un véritable besoin d'aller accompagner les acteurs à qui se puissent se renforcer pour, comme tu le disais, mettre en place ce qui nous paraît, nous, logique de l'éthique XYZ et pas les laisser face à leurs problématiques. Même historiquement, au niveau de... Je me demandais aussi, on parlait de gouvernance aussi avec peut-être les organisateurs, mais aussi les éditeurs qui peuvent être aussi organisateurs d'événements. On a déjà eu dans l'histoire un joueur de League of Legends qui a déjà été banni pendant un moment, mais il n'était pas banni, donc il était banni des compétitions officielles de l'éditeur, mais pas forcément des petites compétitions faites par des petits organisateurs. Et c'est vrai que dans l'histoire, en vrai, il n'y en a pas eu énormément, et c'est peut-être les premiers ou peut-être les seuls à avoir fait ça. Je pense qu'il faut regarder plutôt l'évolution, en tout cas, de la situation, dans le sens où, comme tu le dis, en tout cas en ligne, c'est difficile d'avoir du contrôle. Ce qu'on peut
ce qu'on peut apprécier et là où on pourrait remercier les éditeurs, c'est qu'au fur et à mesure du temps, ils ont renforcé en tout cas le contrôle dans leur jeu. C'est-à-dire par la possibilité déjà de faire des reporting sur, par exemple, on prendrait League of Legends Plein de que comportements, 90% des gens doivent connaître. À la fin de ta game, s'il y a eu un comportement toxique, s'il y a eu du troll, s'il y a eu du flaming, s'il y a eu plein d'attitudes, voilà, tu as la possibilité en tout cas de faire ce reporting et on va te remercier même en te disant ton reporting a été pris en compte et la personne a été sanctionnée. Tu ne sais pas ce qu'elle a reçu comme ban. Ça peut être 1 heure, un ban chat, une journée, une semaine, peu importe, en fonction du niveau en tout cas d'insulte ou de la gravité de son comportement. Mais on sait que déjà il y a cette en tout cas engagement qui est mis en place par les éditeurs. On sait aussi que Valve va développer des très gros systèmes pour protéger contre les cheats, donc ce serait de la triche, mais qui viendrait être nocif en tout cas dans l'environnement et pouvoir donner envie à la personne en face qui subit cette action de triche par son adversaire, de rager, de l'insulter ou de faire n'importe quoi et en fait d'éviter tout ce qui pourrait apporter ou amener à des comportements au-delà du jeu. C'est-à-dire qu'à la base c'est quelque chose pour se faire plaisir. Tu es en train de faire ta passion, c'est comme si tu joues au foot et tu vas volontairement mettre des coups de crampon dans le visage de quelqu'un juste parce qu'il t'aime pas sa tête ou t'aimes pas qu'il a les cheveux longs ou n'importe quoi. Enfin, c'est complètement débile, ça n'existe pas. Après, ces questions-là, tu vois, par exemple, le fait que des joueurs soient sanctionnés dans des ligues officielles ou en tout cas qu'ils aient des amendes, voilà, ça c'est parce que les éditeurs aujourd'hui font office de fédération. Dans les secteurs de l'e-sport, puisque avec la propriété intellectuelle, ça paraît logique que ce soit eux qui structurent leur propre compétition officielle. Mais là, ça ne se limite aux compétitions officielles. C'est ça. Après, effectivement, il y a tout l'écosystème amateur. Moi, par exemple, je prends l'environnement des jeux de combat. Il y a ce que l'éditeur va organiser de lui-même. Après, il y a ce qu'il va permettre de faire dans l'écosystème amateur, mais il ne nous fournit pas une liste de « attention, ces personnes-là n'ont pas le droit de participer parce qu'elles ont eu un comportement délétère dans les ligues officielles, donc elles n'ont pas le droit de continuer ». Et en fait, c'est tout un système. C'est comme si dans le foot, vous aviez un joueur de foot professionnel qui s'est fait virer de la fédération pour des comportements, mais quand du coup, il fallait qu'on puisse informer toute la terre entière qu'il n'ait pas le droit de faire un match de foot dans le club du coin de son village. C'est impossible en fait. Et donc, on est face au même problème dans le monde de l'e-sport. C'est quasiment impossible de sécuriser quelqu'un. Et puis, pour terminer, on a aussi, bien sûr, des gens qui évoluent avec le temps. On a un exemple très connu de très grand joueur de jeux de combat qui, lorsqu'il avait 16 ans, il avait des comportements extrêmement nocifs sur Internet. Une communauté a décidé de le bannir pendant 6 mois. Il a roulé sa bosse, il a fait amende honorable et aujourd'hui il fait partie des plus grands joueurs de jeux de combat au monde sur divers jeux. Et voilà, il a su évoluer. Donc il faut aussi en plus prendre en compte le fait que les gens peuvent changer. Attention, je mets un petit astérix à ça dans le sens où il y a certains comportements, peu importe, qui peuvent changer ou pas, que c'est compliqué. Quelqu'un qui se rend coupable d'une agression, pour moi, sexuelle, je suis désolée, peu importe, mais je ne souhaiterais pas que tu reviennes dans mes événements un jour, tu vois, mais voilà, vous avez compris ce que je veux dire. Donc du coup, là, on a abordé un peu la thématique de toutes les dérives un peu qui peuvent arriver lors des événements e-sport. Je sais pas, avant de passer à autre chose, je voudrais parler un peu des joueurs aussi. On parlait des dérives, il y a aussi les risques, notamment la santé mentale, le bien-être. Je ne sais pas si vous aviez un dernier mot à ajouter au niveau des dérives ou on peut passer... Non. Moi, je pense qu'on a quand même parlé de pas mal d'outils, pas mal de moyens de régler ou peut-être de sensibiliser ou même de rendre accessibles les informations. Ouais, je pense que de toute façon, l'objectif de la table ronde, c'est de mettre en lumière des thématiques. C'est ça. Voilà, essayer d'y apporter des réponses avec des personnes acculturées et sachantes qui travaillent dessus. C'est-à-dire que Christine et moi, on est vraiment engagés en tout cas sur ces thématiques-là. Après, je pense qu'effectivement, comme tu le dis, et comme dans le monde professionnel, mais de n'importe quoi, c'est-à-dire que même du travail. Aujourd'hui, la santé mentale, c'est quelque chose d'important. Donc je pense que je te laisse poser la question et on pourra aborder le sujet. Du coup, on a c'est très courant que justement les joueurs n'ont pas encore un comportement assez mature pour comprendre un peu leurs besoins, à quel point, où sont leurs limites. Et c'est pour ça qu'on a des situations de burn-out, totalement on arrête. Et comment les organisateurs et les équipes peuvent justement amener à mieux soutenir ou mieux prévenir les joueurs par rapport à leur santé mentale, leur bien-être. On parle beaucoup
imaginons un joueur e-sport qui a beaucoup de compétition, il y a une pression, il y a une certaine intensité de l'exercice. Et ouais, comment le sensibiliser justement à tout ça, la pression des compétitions, l'exposition au public, peut-être qu'on n'est pas prêt. Un joueur qui va réussir dans son domaine, qui va exceller, bah, il ne va pas se rendre compte que derrière, il y a des conséquences ou peut-être des enjeux sur son image, il doit peut-être plus un porte-parole sur certaines choses. Donc voilà, comment faire pour que les équipes et les organisateurs puissent le soutenir? Je dirais que déjà il faut voir l'ancienneté de l'écosystème qui ne permet pas, en tout cas comme l'a dit Christine, d'avoir une acculturation globale parce que déjà on a très peu de références, si on veut, tu vois, de jurisprudence, même si on en a certaines et de plus en plus, parce qu'avec la médiatisation et la communication, ça devient plus simple en tout cas de mettre en lumière les problématiques liées au stress, à la santé, aux addictions et plein d'autres choses. Maintenant, je pense qu'il y a aussi, encore une fois, de la responsabilité et que c'est, pas dire encore une question d'hypocrisie, mais en tout cas, moi, je le ressens comme ça, dans le sens où les personnes qui créent des structures et qui encadrent des joueurs vont les pousser à aller faire les meilleurs résultats, les déplacer, comme tu le dis, sous la pression des médias, du public même, qui va pouvoir les suivre ou pas. Et je pense que tu es bien placé, toi, en tant que joueur, pour comprendre ce dont je parle. Et pas forcément faire ce travail. Alors, tout le monde ne le fait pas, hein, mais il y a des gens qui le font aussi. Donc, ça veut dire que ce n'est pas non plus un constat négatif, mais c'est pour dire que ça devrait être quelque chose qui est automatique dans l'accompagnement d'un joueur, que ce soit au niveau amateur ou au niveau professionnel. Au niveau professionnel, on sait que c'est le cas. Et encore une fois, je pense que c'est une extension ou une dérive de notre société qui pousse les gens à aller toujours plus loin, toujours plus haut, d'être le mieux visible possible et que le paraître passe avant l'humain. Et je pense que c'est juste une question de paradigme. À 1 degré près, on pourrait remettre l'humain avant le débat, l'économie ou tout le reste. Et de toute façon, le reste, on en parlerait quand même. Et qu'est-ce qui nous empêche de reprendre l'humain au cœur du débat, quoi? En fait, ta question, elle pose aussi un véritable fondament, un des fondamentales de l'e-sport, c'est la structuration amateur. Aujourd'hui, on n'a pas de lieu de pratique amateur où on peut initier les jeunes à une pratique encadrée de l'e-sport. Moi, il se trouve que je travaille dans l'un d'entre eux, dans l'un des seuls qui existent en France. Et nous, on a des parents qui viennent nous voir, nous expliquent effectivement que l'enfant n'a pas de régularité, n'a pas de régulation dans sa pratique e-sportive. Et du coup, derrière, ça lui génère des mauvaises habitudes avec de la fatigue, du stress et autres. Et si tant est que tu es un peu bon dans ton domaine, il y a effectivement en plus cette pression de potentielles équipes qui pourraient arriver. Donc, il y a véritablement un besoin de structurer des lieux de pratique amateurs partout en France pour déjà avoir un encadrement, un lieu où on pratique de l'e-sport de manière sain, encadré, avec des professionnels formés, comme je le disais, avec le titre animateur e-sport. Ouais, Ça, c'est un premier élément. Donc ensuite, il y a aussi une autre sensibilisation, c'est les parents. Les parents, parce que là, on va parler plutôt des jeunes, des jeunes où on leur dit attention, votre enfant, il ne peut pas jouer n'importe comment, à n'importe quelle heure et autres. Et puis après, je rejoins, c'est le joueur lui-même, dès qu'il atteint un certain âge, de l'accompagner, de le sensibiliser à sa propre pratique, à comment il peut améliorer sa performance, mais en jouant moins, mais jouant mieux. Et moi, par exemple, quand j'accompagne déjà des jeunes que j'accueille dans mon club, dans mon lieu de pratique e-sport, c'est une des premières choses qu'on leur dit. C'est pas de jouer n'importe comment et n'importe quand, c'est déjà d'assurer sa propre stabilité mentale pour qu'il puisse être plus performant lorsqu'il se met à jouer. Et ça, c'est effectivement une autre responsabilité qu'on doit continuer à sensibiliser les équipes amateurs à, lorsque vous recrutez un joueur, c'est une des premières choses que vous devez lui inculquer. Même si c'est sûr que vous avez envie qu'il fasse des résultats, des trucs à droite, à gauche, mais c'est pas ça, en fait. En tout cas, vous allez l'épuiser et c'est tout ce qui va se passer, quoi. On retrouve souvent maintenant, on a eu pas mal de cas de joueurs qui ont dû faire des pauses, des arrêts, complètement des arrêts totaux tout d'un coup, parce qu'en termes de pression, en termes de cadence, parce qu'il faut se rendre compte on est très, en tant que joueur, hein, je dis ça, on est souvent lié à seulement la performance. Donc du coup, on arrive dans un cercle vicieux où on pense qu'à ça, en s'oubliant. Et puis je rajouterais qu'en plus de la performance, en tant que joueur professionnel, maintenant on est obligé de multiplier les casquettes. Être joueur pro ou semi-pro, en tout cas joueur sponsorisé, c'est représenter des marques, des sponsors. Donc ça veut dire à côté faire des activations vidéo, audio, être dans des salons à droite à gauche. C'est pas juste je peux m'entraîner,
faire mes petits matchs et rentrer chez moi. C'est que une semaine, tu vas faire ton tournoi. Dans le même week-end, par exemple, la Paris Games Week, on a plein de joueurs pros qui viennent faire des show-matchs, qui viennent faire des dédicaces, des rencontres avec les fans, la communauté. Mais ça, c'est d'autant de temps qu'ils doivent prendre, en plus de leur entraînement qu'ils ont déjà pour être déjà au top niveau. Dans un secteur aussi compétitif que l'e-sport, c'est mentalement très dur, très dur. Moi, je pense que c'est un sujet qu'on a abordé tous les deux, toi et moi, Enki, concernant effectivement la façon dont tu peux vivre de ta passion en tant que joueur e-sport. Et là, c'est moi qui vais peut-être te poser une question, mais dans le sens où elle disait voilà, de la représentativité, tu es joueur. Tu dois gérer ton entreprise, donc comme elle le dit, tu dois être multicasquette et comprendre comment faire en sorte de pouvoir vivre de ta passion. Donc ça oblige une multitude d'autres axes que le jeu vidéo pur, au-delà de toute la pression et tout ce qu'on a pu parler médiatique. Tu es sur le salon en train de faire de la presta aujourd'hui pour du MC sur une scène. Effectivement, c'est la même chose. Il faut que tu trouves du travail, entre guillemets, pour pouvoir te nourrir, pour continuer à pouvoir jouer aussi. Donc, il y a même cette pression sociétale de vie de tous les jours, en fait, qui fait que il y a une réelle problématique d'accompagnement, je pense, et de par les structures. Alors là, toi, c'est au niveau pro, accompagné par des clubs et avec un encadrement contractuel, même si c'est de la prestation de service. Mais pour le joueur amateur, comme le disait Christine, je pense que la territorialisation et les clubs, comme le NEC par exemple, qui le fait très bien, mais comme plein d'autres organisations. Nous aussi, on a un club où on accompagne les jeunes de 7 à 17 ans pour justement les acculturer aux bonnes pratiques. On accompagne leurs parents à la parentalité numérique. Et des fois, quand tu as des parents qui arrivent et qui nous disent « Ah, moi, je comprends pas, mon fils, il joue toute la nuit jusqu'à 2 h du matin. » Et moi, bêtement, de répondre « Mais la console, elle est dans le salon, il se lève de son lit, il va dans la chambre. » Elle me dit « Non, non, la console, elle est dans sa chambre. » Voilà. Bon donc, je pense que tu vois, c'est encore une histoire de dialogue et d'explication. À partir du moment où tu vas faire en sorte de donner la chance à tes enfants, parce que tu aimes tes enfants et tu es prêt à leur donner 6 des 7 litres de ton sang, si tu les aimes, accompagne-les à consommer responsable, comme tu vas les empêcher de trop boire d'alcool ou de trop fumer ou de n'importe quoi. Moi, je serais plutôt modéré dans mon propos. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire, mais il faut mieux faire. Faut mieux faire, comme disait Christine, c'est pas joue pendant 10 heures, tu vas devenir pro. Non, un joueur pro, il joue 4 heures. Il va s'entraîner, il mange bien, il a une préparation mentale, il va faire de l'entraînement physique, il se repose et il dort bien. Parce que si tu dors pas, tout ce que tu as appris la journée, c'est comme si tu n'avais rien fait. Donc c'est un double travail en plus. Tu perds 48 heures au lieu de 24. Donc joue mieux encadré, joue de façon pérenne, joue accompagné, joue avec des gens qui comprennent. Et je te laisserai la suite. Peut-être question, mais est-ce qu'au lieu de dire, au lieu de jouer le soir, est-ce que tu te lèverais pas plus tôt pour jouer? C'est aussi des questions qu'on aborde avec les jeunes en leur disant la nuit c'est important, il y a le sommeil paradoxal, le sommeil profond, etc. Le sommeil profond, au maximum si tu dors 1 heure, c'est que tu as fait une super nuit, d'accord, de sommeil profond. Mais pour arriver au sommeil profond, tu as du sommeil paradoxal. Et ce sommeil paradoxal, il met un certain temps à arriver. Le problème des écrans, c'est la lumière bleue. La lumière bleue, en fait, elle va stopper la mélatonine. La mélatonine, c'est la molécule dans ton corps qui fait que tu vas t'endormir ou pas. Je veux dire, après, il y a plein de thématiques qu'on pourrait aborder. C'est pas le sujet, je pense, ici. Mais en fait, c'est juste leur faire comprendre que quand tu apprends, et c'est ce que tu apprends à la faculté, moi en tout cas je fais des études à Yale et à l'université de Washington sur comment apprendre mieux à apprendre. Donc c'est vraiment simpliste dans le texte, mais quand tu comprends certaines choses, effectivement il y a des moments pour apprendre, il y a des séquences pour apprendre. Faire des séquences ultra poussées de 25 à 30 minutes, elles vont être plus productives que faire 4 heures d'affilée. Faire des pauses, te lever, prendre l'air, revenir, etc. Ça te permet en plus mentalement de décrocher de la pression de ta game où tu as assez mal passé, où tes mates ils ont fait n'importe quoi, où tu t'es loupé sur des moves, etc. Au lieu d'enchaîner et de rester dans cette histoire de stress qui déjà va te faire du mal physiquement. Ensuite va t'abîmer la santé et troisièmement en plus ne va pas te donner l'envie de toi-même t'améliorer dans tes relations vis-à-vis des autres. C'est ça, moi j'ai dû m'éduquer par moi-même, mais c'est vrai que justement peut-être le fait d'avoir un encadrement, des personnes qui m'apprennent la chose m'aurait donné un peu un raccourci et au lieu de... Moi je pense que Christine l'a dit, c'est le titre animateur e-sport où on t'apprend aussi une partie, comment on peut dire ça, psychologie, du comportemental, voilà, psychologie comportementale où on va t'apprendre à déceler des comportements on va dire problématiques ou qui peuvent créer des problèmes. C'est-à-dire qu'un enfant aujourd'hui, quand il joue dans notre club, s'il commence à rager sur sa manette, la jeter ou avoir même des propos vulgaires ou injurieux, on va le prendre à part, on va débunker un peu le truc, tu vois, et on va essayer de comprendre pourquoi cette attitude elle est arrivée. Parce qu'aujourd'hui, on t'apprend, on te dit sois sage, t'es dans un moule, t'es jeune, faut aller à l'école, la famille, le respect, etc. Mais on t'explique pas ce qu'est une émotion.
ce que tu peux ressentir et comment gérer et composer avec ça. Et encore une fois, comme je dis, c'est une histoire pour moi de société et d'accompagnement, mais qui est aussi vrai pour l'école. On te demande d'être bon dans 10 matières, là où toi tu excelles dans 3 et où on va te dire ah non mais ça sert à rien d'être super bon dans ces 3 matières, il faut que tu sois bon dans la globalité. Ouais. Alors que si on te poussait à être bon dans ces 3 matières, peut-être que tu serais moins bon dans les autres, mais tu serais excellent dans celle-ci, voilà. Et on ferait des gens qui travaillent avec passion et qui avancent avec volonté. Alors ça, c'est et une encore autre une fois, thématique c'est un problème sociétal, mais heures, exactement, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Mais voilà, du coup, on va aborder une dernière question. On a parlé du coup des risques et de ce qu'on peut essayer d'envisager, enfin comment sensibiliser un peu les mentalités, les comportements des joueurs, la consommation et l'encadrement. Donc comment les acteurs du secteur peuvent un peu collaborer pour être sûr qu'on a des conditions de travail assez équivalentes et on respecte un peu des conditions de travail, limiter la consommation excessive, mauvaise de jeux vidéo, peut-être en créant plus de clubs territorial, comme vous l'avez dit. Pour moi, ça passe véritablement par cette territorialisation. Ouais. Alors aujourd'hui, la majorité des clubs e-sport amateurs sont en ligne, sont sur des Discord, peu importe, mais effectivement, ils ne sont pas ancrés sur un territoire. Parfois, elles le font, des fois, elles ne le font pas. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de mal à suivre leur quotidien, en tout cas comment elles se structurent, qui fait quoi à l'intérieur, les rapports entre les encadrants, les encadrés. Il n'y a pas de système de licence, il n'y a pas de système quoi que ce soit. Du coup, derrière, pouvoir les accompagner, pour moi, il y a véritablement ce besoin de territorialisation, de dialogue avec les pouvoirs publics. Nous, on essaie de le faire à travers les antennes régionales, où on propose beaucoup d'échanges avec les acteurs, de l'entraide, et que dès qu'on repère un acteur ayant besoin d'être formé, moi par exemple, je pousse énormément à la formation, à la gestion associative auprès des associations qui sont e-sportives, déjà pour pérenniser ces associations, parce que l'état de fait, c'est qu'il y a beaucoup d'associations qui se créent et qui se ferment dans la foulée, et donc il y a une sorte de turnover et de perte de la connaissance et de la compétence. Et donc, si on avait déjà une pérennité de ces clubs amateurs, qu'on arrivait à leur apporter des moyens pour leur permettre de mieux se structurer, mieux encadrer leurs pratiquants, à travers des diplômes ou même des sas de sensibilisation. On n'est pas obligé toujours d'être diplômé pour être bon, mais au moins d'assurer cette continuité et cette visibilité, ce serait, je pense, déjà un grand pas pour lutter contre ces fameuses risques et dérives, que ce soit pour le pratiquant en tant que tel, dans sa propre pratique, mais aussi pour les sujets sociétaux dont on a parlé depuis le début. Moi, je pense que le terreau, il est fertile. Je pense que la terre a déjà été bien labourée, si on peut le dire comme ça, par des actions comme Christine peut porter, comme l'UAEF peut porter. On en avait parlé même de structuration, c'était je ne sais plus quand, mercredi, je crois. Ça passe beaucoup justement par il y a déjà des échanges qui sont mis en place. Après, encore une fois, je serais plus dans la modulation ou la modération, en tout cas de la façon dont on peut faire cette approche, mais je pense que la sensibilisation, l'information, en tout cas c'est déjà le point numéro 1, et qu'il soit des deux côtés. Et c'est pour revenir un petit peu à l'hypocrisie quand même du fait que le gouvernement est acculturé à toutes ces problématiques, qu'il a envie en tout cas de les comprendre. Et l'ancien ministre des Sports m'avait demandé à la remise de l'Observatoire économique de l'e-sport quelle était la façon en tout cas de créer des Mbappé dans l'e-sport. Et moi, je l'ai regardé et je lui ai souri en lui répondant « Mais comment vous faites des Mbappé dans le sport ?» Et comme le dit Christine, ça commence en ultra local dès le plus jeune âge où dans un club de judo, on va t'apprendre d'abord les règles, le respect. Ensuite, on va t'apprendre à rouler pour apprendre à tomber. Et ensuite, on t'apprendra seulement des techniques pour pouvoir te défendre, etc. Dans le foot, c'est la même chose. On va apprendre aux enfants à jouer ensemble, à partager des moments et par la suite, avoir des postes définis, jouer mieux, s'entraîner mieux, être plus physique, etc. Mais ça commence par quelque chose. Comme le dit Christine, aujourd'hui, créer une association, je pense que c'est deux copains dans leur chambre qui se disent pourquoi pas nous ? Parce que c'est devenu super simple, sans aucune notion, aucune réflexion, aucun recul. Tu vas sur un site internet, tu mets ton nom, t'envoies, 2 semaines après, tu as un RNA et hop, ton association, elle est créée. Tu peux prendre n'importe qui dans le monde, comme l'a dit Christine, donc c'est éparse et pas forcément local. Et derrière, vous avez une association et vous faites comme bon vous semble parce qu'il n'y a pas de régulation, il n'y a pas d'accompagnement, il n'y a pas de tout ça. Donc je pense qu'il y a un moment, il faut qu'on puisse mettre un nom sur une entité, au moins sachante. Je ne parlerai pas de gouvernance parce que ça serait un débat sans fin, mais au moins sachante qui pourrait pas être un organe de contrôle parce qu'encore une fois,
fois, je pense que ça passe par du financement et de l'ETP, mais qui puisse venir donner en tout cas des conseils aux personnes qui chercheraient à les avoir. Et c'est encore cette histoire de guichet unique aussi dont on avait pu parler, ou de centralisation d'informations, où celui qui veut, c'est là, allez-y. Et puis les autres, prenez le risque d'eux. Comme je t'ai dit, il y a des lois qui sont mises en place et nul n'est censé ignorer la loi. Faites du cyberharcèlement, agressez les gens, parlez mal, buvez, droguez-vous. La loi encadre déjà ces choses-là dans le code civil et dans le code pénal. Donc il y a un moment, en fait, je ne veux juste pas réinventer la roue, mais remettre au cœur du village l'église pour qu'on puisse au moins expliquer de façon claire et intelligible ce qui est bon et pas bon pour les gens à faire dans l'organisation d'événements. Ok, Alexandre, Christine, je pense qu'on a quand même parlé de pas mal de choses par rapport aux dérives et aux risques qu'il peut y avoir dans les événements sportifs. On a eu quand même pas mal de pistes parce que voilà, le but est de se poser les bonnes questions. Après, voilà, il y a déjà des choses, des initiatives qui ont été mises en œuvre. Comme tu disais, le terreau il est fertile, c'est-à-dire que on a déjà vu et revu pas mal de manières. Maintenant, il faut continuer. Il faut continuer dans cette démarche, sensibiliser les mentalités, adapter les comportements. Et voilà, je pense qu'on est quand même sur la bonne voie. Il faut continuer. Je pense qu'il faut semer les graines, il faut des bons agriculteurs. C'est ça. Et avec un peu de chance, la météo est bien et ça pousse bien. Mais en vrai, voilà, je pense que les personnes engagées, elles sont présentes. La compréhension en tout cas de la problématique et des besoins, elle existe. Et maintenant, c'est comment accompagner aussi bien les pouvoirs publics que les pratiquants, que les organisateurs à se structurer par eux-mêmes pour l'instant et très certainement au niveau institutionnel dans un deuxième temps en démontrant qu'on peut faire les choses correctement. Je pense que Christine en est l'exemple, en tout cas avec toute la partie versus fighting, et toi que tu connais très bien aussi parce que tu es sur cette scène-là et sur d'autres scènes aussi où on se rend compte que de plus en plus on a besoin de faire la place à l'honorabilité pour être crédible, montrer qu'on est mature, et je pense que c'est cette maturité qui va apporter aussi cette sécurité et cet encadrement parce que ça deviendra un besoin en tout cas pour les 80% ou 90% de gens qui veulent bien faire les choses et qui veulent consommer correctement. Parce que les dérives, en général, c'est une personne tous les 10 000 joueurs, par exemple, voilà, qui est vraiment c'est toxique pas une majorité, c'est vraiment... C'est pour ça qu'à chaque fois, je module mon propos, tu vois. C'est des exceptions. Et je te laisse la parole, Christine, pour le mot de la fin. Donc, accompagnons ceux qui ont envie de bien faire et punissons ou réprimons ceux qui le font mal parce qu'ils sont infimes. Christine, un mot de la fin ou... Je dirais juste que Francis Sport se bat depuis de nombreuses années sur ce sujet. Je sais que parfois de nombreuses critiques nous sont adressées sur le fait qu'on ne voit pas assez ce qu'on fait sur le sujet, qu'on n'est pas assez engagé. Moi, peut-être, ça fait 6 ans que je suis dans l'association et on crée des livrables. Alors oui, parfois ils ne sont pas toujours accessibles auprès du temps public, mais c'est aussi du temps qu'on y accorde. Donc c'est aussi normal qu'on essaie de réserver cet accès à des personnes qui viendraient s'approcher de notre association. Mais faites confiance aux associations engagées sur le sujet. Il n'y a pas que Francis Sport, il y en a plein d'autres. Moi-même, je suis engagée dans celle-ci. Et collaborons tous ensemble et ne restez pas juste face à cette problématique et ne la mettez pas de côté en disant j'ai déjà 1000 trucs à faire, ça je l'adresserai plus tard parce que ce n'est pour moi pas une priorité. C'est une priorité qu'on doit adresser au même titre que d'être sûr qu'on est des PC pour faire tourner notre laine. Merci Alexandre, merci Christine. Je pense qu'on a abordé pas mal de choses. Et voilà, dans quelques instants, on va commencer une nouvelle table ronde. On va parler du développement des associations de supporters. On en a plein. Je pense que pas besoin de citer le Blue Wall et encore plein d'autres. Mais d'ailleurs, tu vas modérer tout ça. Tout à fait. C'est moi qui prends ta place cette fois-ci. C'est ça. Donc je vous dis dans quelques instants. À tout de suite. Merci.